Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de stagflation. Ça va être vraiment le sujet de la vidéo et on va rentrer bien en détail dans ce type de scénario. On va également faire comme d'habitude l'analyse daily sur Bitcoin avec le point météo pour la journée. On passe tout de suite en partage d'écran. Petite update rapide, voilà, au niveau technique sur Bitcoin. Vous voyez que c'était un petit peu ce qu'on avait prévu en scénario privilégié hier. Ça serait d'aller chercher cette box d'achat ici en dessous avec un scénario en flat étendu. Pour le moment, on est sur un niveau de Fibonacci que j'avais donné hier dans cette box d'achat qui correspond à une confluence, on va dire. Si jamais on a une impulsive ici et que ceci est une flat étendue, le niveau des 19 300 serait tout à fait décent en termes de Fibonacci pour rebondir. Prochain niveau, les 18 600. Pour moi, il est possible que ce niveau tienne pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une zone d'achat institutionnelle très propre, c'est-à-dire que sur toute la hausse qu'on avait ici, on est pile poil sur les niveaux entre 0,5 et 0,618, donc box d'achat institutionnelle très propre. On pourrait aller chercher la box du dessous, ça serait plutôt la box crypto, la box de la volatilité, on va dire, mais celle-ci au niveau institutionnel est relativement propre. Et la deuxième chose, c'est qu'on a plus ou moins déjà fait du business en dessous de cette zone. Vous allez le voir ici, si je vous enlève un petit peu tout le bazar qu'il y a, vous voyez que la ligne de prix elle est là, la ligne rouge là qui est en pointillé, et en gros on est pile sur un niveau où le volume profile a cette petite dent ici qui tient tout simplement au business qui a été fait ici dans cette zone là. Donc voilà, peut-être un rebond temporaire ou pas, c'est pas vraiment la question, mais peut-être un rebond sur ce niveau-là. Hier, je vous avais parlé que ça serait un scénario qui mettrait un petit peu tout le monde à mal pour plusieurs raisons. D'abord, ça invaliderait l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait vu, puisque là, on a une cassure franche de la ligne de coup. Ensuite, ça ferait une déviation sous cette ligne de coup, donc finalement, et un passage sous les 20 000 $, où on a vu que sous les 20 000 $, le sentiment a tendance à changer et les gens ont tendance à shorter Bitcoin. Donc du coup, ici, on aurait peut-être un scénario, on va dire, si jamais on rebondissait sur ce point-là, un scénario où on mettrait un petit peu tout le monde dans la souffrance, voilà, ça serait ça l'idée. Est-ce qu'on est shorté instant T ? Oui, vous voyez que ici on a cette augmentation de l'open interest, donc du nombre de contrats en circulation, avec diminution du funding. Donc on commence ici à poser un petit peu de liquidité sur ce niveau-là. On espère que ça va continuer un petit peu comme ça, c'est-à-dire l'idéal serait de latéraliser un petit peu sur ce niveau pour accumuler encore plus de short et de surtout pas faire de rebond technique violent. On fera l'analyse après vraiment du sentiment, etc. Mais je voulais ici vous faire un point là-dessus. Il est tout à fait possible qu'on perde ce niveau et qu'on aille au niveau inférieur, voire qu'on perde ce niveau-là. Mais pour l'instant, le scénario privilégié, je pense, serait un rebond sur ce niveau-là. On a ensuite, on voulait parler de stagflation. Et là, donc, du coup, je vais passer sur ma petite présentation. Qu'est-ce que la stagflation ? Alors la stagflation, c'est la conjonction d'une inflation et d'une stagnation économique. Il ne faut pas confondre stagflation, parce que je l'entends souvent l'erreur, avec la régflation. Régflation, ou je ne sais plus comment est le terme exact en français, la désinflation, quelque chose comme ça. La régflation, c'est une régression de l'économie avec de l'inflation. Là, en l'occurrence, on parle de stagnation économique, c'est-à-dire pas de mouvement de récession fort, mais une inflation un petit peu plus longue. Et la plupart des économistes s'accordent à dire que c'est pire qu'une récession, au sens où, et ça je me souviens plus, je crois que c'est Oscar Wilde, ou c'est une phrase de « Il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin ». Et c'est vrai que ici, vous comprenez qu'un scénario de stagflation peut s'étaler dans le temps de manière un petit peu plus longue. Ici, et pourquoi on a en ce moment tout simplement cette discussion sur la stagflation, vous voyez ici le GDP, donc c'est le PIB, vous voyez qu'on a eu une forte décroissance ici, donc là pour le coup une vraie récession qui s'est mise en place
pendant le crash du Covid-19, la demande mondiale qui baisse, le monde qui se cloisonne, qui se cloître, et en même temps, ensuite, politique monétaire très forte pour relancer l'économie et l'emploi. Donc l'inflation augmente énormément. Là-dessus, on fait un très joli trimestre sur le PIB. Et puis là, vous voyez qu'on a fait un premier trimestre vraiment dégueulasse au niveau du PIB. Et pourquoi je me permets de poser un petit peu là-dessus. Hier, on a eu les révisions du PIB du premier quarter, c'est-à-dire en fait les chiffres finaux, ils refont les calculs, ils revérifient, etc. Et on est bien effectivement à moins 1,6% sur le premier trimestre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'ici, tout simplement, on est dans un contexte en tout cas récessif ou en tout cas de stagnation de l'économie. Si on fait un deuxième trimestre comme celui-là, donc le trimestre 2, à ce moment-là, on sera dans un scénario avéré de stagflation ou récession. La stagflation a pour effet de dégrader un petit peu l'image du keynésianisme, puisque les relances keynésiennes dans ce contexte-là ne marchent pas. Le keynésianisme, c'est tout simplement arbitrer sur les taux d'intérêt, c'est un petit peu ce que font les banques centrales quand ils font des relances de ce type. Arbitrage entre l'inflation et le chômage, c'est-à-dire on relance l'investissement par la demande en créant de l'argent gratuit de manière à ramener un petit peu de chômage. Ici, c'est la courbe de Phillips. Ici, vous voyez que ce type de scénario ne fonctionne pas. On aura beau augmenter les taux ad vitam aeternam au niveau de la Fed, à part créer un choc récessif, c'est-à-dire vraiment créer une vraie récession. Donc ça, c'est vraiment la question. Que va faire Powell dans ce contexte-là? Est-ce que dans ce moment où on est globalement en fait à plus ou moins juste après la mi-mandat aux États-Unis, c'est-à-dire on va avoir relativement bientôt des élections, est-ce que Powell a les mains libres finalement pour faire ce qui avait été fait dans les années 70-80, c'est-à-dire une très forte hausse des taux d'intérêt et une récession très forte également, ou alors il y a eu plusieurs années de stagflation en 73 et 80, et puis ensuite on a décidé de combattre l'inflation, et ici la stagflation va plutôt dans le sens des principes du monétarisme, c'est-à-dire on doit se concentrer sur un combat contre l'inflation à tout prix. C'est plus ou moins une annonce que Powell a faite hier aussi, c'est-à-dire que je sais plus si c'était là-dessus ou sur peut-être là-dessus, voilà. Powell qui parle hier à la Banque centrale et qui dit nous devons accepter une récession plus haute, un risque de récession plus haute, du moins pour combattre l'inflation. Donc ça annonce plutôt le fait de dire que Powell va se battre et va augmenter les taux de manière plus agressive. Voilà. Mais on pense qu'il n'a pas forcément les mains libres ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une analyse du discours de Powell pendant laquelle Powell était questionné par le Sénat, et Elizabeth Warren, qui est un sénateur à l'époque, lui avait dit: vous êtes en train de conduire l'économie, la voiture de l'économie off the cliff, au travers de la falaise, vous avez sauté la falaise de la récession, et donc ici il y a plus ou moins des arbitrages très compliqués à faire pour Jérôme Powell. Pendant les années 70, ici vous le voyez, premier choc pétrolier et deuxième choc pétrolier, 73 et fin 78, eh bien on a eu des périodes d'inflation qui était autour de 10% également, 2 ans de suite ici en 73, et 3 ans de suite dans les années 80, on était plutôt à 8%, voilà. C'est ça une stagflation, c'est-à-dire, vous voyez l'économie ici, le GDP growth, donc le PIB, qui devient négatif, mais à peine, on n'a pas une forte récession ici, et puis ici, même chose, vous voyez qu'on a un petit peu des petites augmentations entre 0, 2%, mais rien de bien méchant, et en même temps, des prix qui augmentent de 8 ou 10% par an. Ici 82, gros combat contre l'inflation, très forte hausse des taux, et puis là on accepte une récession qui a été très temporaire, et puis ensuite on a relancé l'économie à nouveau par plus ou moins la création monétaire. Depuis les années 80, ça a été vraiment le credo, on va dire, voilà. Pourquoi l'inflation aide les gouvernements? D'abord, elle gonfle le PIB de manière nominale, on va dire, si on parle pas de PIB en prix constant, elle gonfle le PIB parce que plus de chiffre d'affaires, plus de prix, les prix augmentent, la quantité fois le prix, le chiffre d'affaires, donc du coup, elle gonfle anormalement, mais elle gonfle le PIB, les prix montent, donc du coup, le PIB est de facto réaugmenté. Donc il faut comprendre ici que en fait, on n'est pas dans une récession, mais aussi parce qu'on accepte une hausse des prix quelque part.
Elle augmente les profits de certaines entreprises, ça on va le voir ensuite, on va le voir après. Elle diminue la dette parce que finalement le fait de ne pas pouvoir augmenter les taux d'intérêt extrêmement, déjà vous débasez la monnaie, donc tout simplement l'argent coûte moins cher. Et puis elle diminue la dette aussi par le fait par la hausse des taux d'intérêt, donc la dette, on va dire de l'État est moins forte. Elle pousse les particuliers vers des tranches d'impôts plus hautes et ça c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire que si jamais vous avez par exemple des hausses de salaire qui se font, et naturellement les gens ne gagnent pas forcément plus d'argent, mais par contre ils vont payer plus d'impôts au final. Donc vous poussez les gens vers des tranches d'impôts qui sont plus importantes, et elle pousse le marché de l'emploi vers plus de flexibilité. Ça c'est le contexte un petit peu quand vous n'avez pas de croissance économique, et tout simplement c'est plus facile de faire pression sur vos employés pour pouvoir leur dire écoute, moi si jamais t'es pas content, étant donné qu'on est en contexte de récession et que je dois dégraisser au niveau de l'emploi, si t'es pas content, tu t'en vas, et donc du coup les gens acceptent des conditions de travail qui sont moins bonnes. Est-ce que l'inflation aide les grosses entreprises? A priori oui, c'est la théorie de l'accumulation différentielle. C'est-à-dire quand dans des périodes de récession, vous avez des fortes fusions-acquisitions parce que vous avez des sociétés qui ne valent plus rien et qui du coup sont rachetées. On le voit, je sais pas, par exemple, on peut citer ici l'exemple de l'OPA, par exemple, puisque c'est la plus connue du moment de Elon Musk sur Twitter, si tant est qu'elle se fasse. Mais on a ici, dans des périodes de récession, forcément beaucoup de fusions-acquisitions. Les grosses entreprises qui ont de la trésorerie achètent leurs concurrents. Et donc du coup, ça crée des monopoles. Et ce type de monopole, ensuite, la théorie de l'accumulation différentiel est de dire ce type de monopole se crée par ces fusions-acquisitions-là. Et ces gros monopoles ensuite peuvent augmenter leur prix de manière à restaurer leurs profits, donc à payer leurs achats d'autres entreprises, de concurrents, excusez-moi. Et donc du coup, ici, cette théorie de l'accumulation différentielle qui est de dire que en fait la stagflation est due aux entreprises. On a une autre théorie de la stagflation par la demande qui pour moi est moins pertinente, mais elle pourrait être pertinente sur le moment. C'est-à-dire là tout simplement c'est la théorie normale monétaire, c'est-à-dire vous avez augmenté la masse monétaire de façon trop forte, et puis c'est tout à fait ce qui est en train de se passer en ce moment d'ailleurs, et la demande est bien trop forte, l'économie surchauffe, et les entreprises ont tout intérêt à augmenter leur prix, puisque de toute façon tout le monde sera prêt à payer leurs produits même par le crédit, donc du coup à des niveaux plus importants, et donc du coup on a ici une surchauffe de l'économie qui crée une augmentation des prix. Comment les individus peuvent se protéger de l'inflation? En l'occurrence, les banques centrales impriment, donc il faut se diriger vers de l'achat d'actifs, pour ceux qui en sont capables, bien évidemment. Étant donné que l'inflation débase la monnaie, les actifs augmentent en prix, quelque part. On l'a vu sur les dernières années, sur l'immobilier. Les actions et le BTC, en tout cas c'était ce qui s'était passé au moment où la Fed imprimait à outrance, et puis vous avez des gens ici qui ont fait de l'argent par le mécanisme du crédit, ça s'appelle l'effet Cantillon, tout simplement par le mécanisme du crédit, on réussit à acheter des actifs et aujourd'hui sont en train d'en sortir pour potentiellement enclencher une vague de rachat sur la prochaine vague. La stagflation ici est tout à fait un contexte pour utiliser ce type de vague et faire ce genre de choses. Donc ceux qui en investissent finalement s'en sortent, ils ne sont pas dilués, alors que ceux qui restent en cash ou qui vivent de chèque en chèque sont littéralement dilués dans la masse. Pour moi, la théorie ici, et il faut le comprendre, c'est que la Fed est en train de réaugmenter ses taux de façon très agressive, mais on a aussi, et ça je vous l'ai expliqué par rapport au Sénat, une narration politique qui les pousse quand même à se calmer. Donc un scénario type 82, forte récession, risque d'être très compliqué, et c'est pour ça qu'ici je parle de stagflation. On va demander ici, et c'est bien évident, des résultats à Powell, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'inflation baisse sur cette année, mais on pourrait peut-être potentiellement, je pense, ici, terminer l'année à 6%, que tout le monde serait globalement relativement content, avec un PIB autour de 0, c'est-à-dire que si on n'a pas eu de récession et que on voit que l'inflation est en train de baisser, on aura potentiellement ici un scénario où tout le monde est content, et je vous l'ai expliqué ici, je ne parle pas des petites gens ici, je parle des gouvernements, je parle des grosses entreprises, et je parle des individus qui ont de l'argent, d'accord? Vous avez compris ici que ceux qui vivent de chèque en chèque ne sont pas inclus dans l'équation d'une stagflation, d'accord? Ensuite, deux chiffres sont importants ici pour moi à analyser pour essayer de capter un petit peu ce scénario. On aura tout simplement le PIB du quarter 2, donc du deuxième trimestre, qui va sortir au mois de juillet, puisque juin est le 6e mois de l'année 2022, on va y arriver. Et bien entendu, le CPI du mois de juin qui va lui sortir le 13 juillet.
L'analyse de ces deux chiffres nous permettront de dire est-ce que vraiment on est dans ce scénario ici de stagflation, c'est-à-dire que si on a à nouveau un Q2 qui va être en récession mais légèrement moindre, c'est-à-dire là on a fait moins 1,6% sur le Q1, si on a un Q2 qui nous donne quelque chose autour de moins 0,5, autour des 0 et un CPI qui est à la diminution, on peut imaginer que Powell va ici calmer un petit peu la mule au niveau de la hausse des taux et on peut peut-être imaginer ce type de scénario de stagflation. Bitcoin ne s'est jamais encore comporté en stagflation, vous comprendrez que les dernières fois c'était plutôt dans les années 82-83, principalement même de 79 à 82 on va dire, donc on n'a jamais eu ici cette idée de Bitcoin en période de stagflation. Par contre, Bitcoin, bien évidemment, est un actif anti-inflationniste au sens où on ne peut pas l'imprimer, c'est-à-dire que Bitcoin est miné, c'est une rareté programmée, une rareté digitale programmée, il est miné et il y en aura 21 millions à la fin en 2140. Donc il faut aussi pour moi surveiller le marché du travail américain, bien évidemment. Si le marché du travail commence à dropper, ça peut dire à Powell aussi de se calmer. Pour le coup, Powell va essayer d'arbitrer et en fait, ce qu'ils appellent soft landing, donc l'atterrissage en douceur, c'est pour moi plus ou moins une stagflation dont il parle ici, c'est-à-dire pas de récession majeure, pas de moins 4%, moins 2%, moins voilà sur l'augmentation, mais par contre, voilà. En ce moment, on a un Powell qui est très à cheval sur le fait de contrer l'inflation et on a des politiciens aux États-Unis qui sont très à cheval sur le fait de calmer Powell. Ici, on comprend que l'Europe semble accepter la stagflation sans sourciller. Et pourquoi ? Pour moi, ça a été relativement smart d'une certaine manière, et je suis pas anti-européen du tout, mais par contre, ici, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. On peut blâmer l'Europe, mais on ne peut pas réellement y mettre fin si on n'est pas content, c'est ça que je veux dire. L'Europe est considérée comme une entité qui est au-dessus de nos États et sur laquelle on va grommeler, on va dire que potentiellement c'est pas bien, etc. Mais on n'est pas ici dans le fait de, il n'y a pas des manifestations dans la rue pour lourder Christine Lagarde. Donc ici, l'Europe n'est pas forcément en train d'augmenter ses taux de manière vraiment... bon, déjà, en plus, le contexte économique en Europe fait que... et la dette aussi. Et on a aussi, en Europe, il faut le comprendre ici, une dichotomie entre l'Allemagne et l'Italie. L'Italie a besoin de garder des taux bas pour ne pas faire exploser sa dette. Et l'Allemagne, par contre, veut contrer l'inflation pour tout simplement arrêter que ses citoyens payent plus cher les produits. Donc ici, on a un petit peu des moments où l'Europe, quand je dis sans sourciller, c'est plutôt que l'Europe est en train ici de ne pas s'écarteler, mais d'avoir des dissonances, voilà. Et aux États-Unis, on essaye de la faire passer crème, c'est ce que je vous expliquais, en mettant ce scénario un petit peu de Powell qui, lui, combat l'inflation, essaye vraiment de faire les choses, mais quand même pas trop vite. Jérôme, calme-toi, on y va tranquillou. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Alors, on va repasser maintenant sur l'analyse de Bitcoin, à la lumière un petit peu de ce que pourraient être les 3 prochaines années. Et puis, on va faire l'analyse normale, habituelle. Donc ici, voilà, vous le voyez, pour moi, si on latéralise un petit peu dans cette zone et qu'on accumule du short en levier, on pourrait repartir de là. Si jamais la demande au spot également se restaure un petit peu à ces niveaux d'achat là sous les 20 000, donc ce qu'on va aller voir tout simplement c'est le carnet d'ordre. Est-ce qu'on a des achats dans ces zones là? Et vous voyez que c'est un petit peu le cas, ils ont été fill. Je vais zoomer un petit peu ici. Ils sont en train d'être fill là, vous voyez tous ces ordres d'achat là ici qui étaient autour des 19 300 qu'on avait regardé hier, qui sont en train d'être fill, et vous en avez qui se rajoutent là ici d'ailleurs pas mal, vous le voyez, 152, on est à quasiment 400 bitcoins là, quelque chose comme ça, 400 bitcoins qui vont être probablement fill autour des niveaux des 19 200, 19 252. Donc cette box d'achat institutionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, elle est en train de fonctionner. Ça veut pas dire qu'on va repartir de là, ça veut dire juste qu'on a des gens qui aimeraient bien acheter dans ces zones. Demain, Max Pain Price à 22 000, donc ça opterait plutôt en faveur d'un rebond justement. Niveau d'open interest pas énorme. On va regarder si le max pain price a évolué parce que j'ai pas rafraîchi depuis un petit moment. Donc on est toujours à 22 000 et l'open interest n'a pas énormément augmenté non plus. C'est-à-dire qu'on est à 28 000 bitcoins qui sont en jeu. Si jamais on regarde, alors là je vois mieux. Si jamais on regarde les strikes, etc. Globalement, si on laisse gagner ce strike à 841 bitcoins, vous voyez que c'est pas énorme.
Voilà, quelque chose entre les 21 et les 22. Actuellement, on est sous les 20 000, donc on fait gagner vraiment ce gros strike à 1614 Bitcoin. Donc du coup, potentiellement que demain matin, on sera plutôt autour à minima des 20 500. En tout cas, c'est ce que disent les options. Hein. C'est pas une certitude, mais c'est ce que disent les options. Sur les marchés en levier, vous voyez ici donc cette hausse de l'open interest. On va marquer tous les niveaux qui ont été pris. Donc on avait ce niveau-là qui a été pris, celui-ci, celui-ci et celui-là au dollar près. Hein. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a eu depuis? Celui-là a été nettoyé aussi pour moi, vous voyez qu'on est venu le chercher. Qu'est-ce qu'on a eu depuis? Eh bien là, on a une hausse de l'open interest sur du short. Donc on aura un short à venir prendre ici, très exactement. Voilà, vous le voyez, l'open interest, le nombre de son contrat en circulation augmente. Le funding diminue. Ici, on a la même chose jusque là. Donc on aura aussi un petit niveau de short à venir prendre ici. Et puis là, on a également une réaugmentation encore plus forte de l'open interest avec du short. Donc pour le moment, que des niveaux de short à prendre, en tout cas depuis hier. Est-ce qu'on avait eu une augmentation ici pour les longueurs? Oui, mais vous voyez que c'est les niveaux que j'ai nettoyés auparavant. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on a en dessous? Pas grand-chose, vous le voyez. Tout simplement parce qu'on est à des niveaux où là, c'est plus les stop-loss. Si on vient chercher des choses, là, pour les longueurs, c'est carrément les prix de liquidation. Donc du coup, admettons que on parte de ce niveau-là, qui a été le dernier niveau longué, pour aller chercher des leviers x10, ça nous donnerait ici les 17 800. C'est-à-dire que tous ceux qui ont longué, même les 18 000, voilà, autant pour moi. Tous ceux qui ont longué en levier x10 à partir de ce niveau-là seraient liquidés si jamais on atteignait ici les 19 800. On va laisser le pourcentage pour voir si c'est peut-être quelque chose qui se passe d'ici demain. Et on va sauver tout ça. On passe sur iBlock maintenant où je pense qu'on a une frénésie de short qui vient de rentrer là. Oui, donc vous voyez ces très grosses positions à 161 millions de dollars, 222 millions, 84 millions ici, et la grosse boule là, apparemment c'est ça les 161, et on a au-dessus de la tête là ici potentiellement un petit 8 milliards à liquider en position leveragée. Plus grand chose dessous si ce n'est de retourner faire un tour au 19 002, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et puis sur Kingfisher, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il se passe. Hop, autant pour moi. Hop, voilà. Je vais fermer ça en attendant, histoire de ne pas confondre. Voilà. Et donc vous comprenez ici la narration un petit peu du moment. On est à la baisse, mais peut-être que ce qui peut se poser ici, c'est tout simplement un fake out, une déviation en dessous, venir chercher la box d'achat de tout le monde et ensuite repartir. Est-ce qu'on avait vraiment des longues à liquider là-dessous? On en avait un petit peu, mais pas excessivement. Donc là, le prix a été poussé par autre chose, peut-être une forme de sentiment que ça n'allait pas marcher, ou tout simplement des gens qui avaient besoin de filer ces ordres autour des 19 300 Bitcoin, puisque ce que je vous montre sur Binance, là, vous avez des ordres, par exemple sur d'autres, je le montre pas toujours, mais vous avez des ordres sur Deribit, vous avez des ordres sur d'autres exchanges qui sont beaucoup plus importants. Donc voilà, ici, on est sur Kingfisher. Vous voyez qu'on n'est pas venu chercher ici ce gros cluster autour des 75 millions à prendre autour des 21 000. Si jamais on devait vraiment descendre ici, vous voyez qu'on a nettoyé un petit peu, il n'y a plus grand chose. Je vous parlais encore des... Je sais pas pourquoi il me met le current price à 20 055. Je pense pas qu'on ait fait un rebond depuis le début de la vidéo aussi important que ça. Il a été mis à jour à 11h50 hier. Alors évidemment, là, si on n'y arrive pas... Je pense que du coup, Kingfisher n'est pas à jour, mais c'est pas grave, vous comprendrez ici que vous comprendrez l'idée à 19 300, voilà, c'est mieux, c'est mieux. Donc du coup, ici, on est au prix de 19 300. Si on avait des choses à venir chercher en dessous, elles seraient relativement loin du prix quand même, et ça pourrait être le cas. Vous voyez que c'est ce que je vous disais par rapport au levier x10, quelque chose autour des 18 000 $ si on venait chercher les x10. Si on imagine d'aller chercher les x3, par exemple, on irait ici autour des 15 000 $. On a ce gros cluster ici à venir potentiellement chercher avant, qui lui se termine autour des 21 500, 22 000, voilà.
Vite fait, un tour sur les news. On va regarder. Alors, je pense pas que ce soit très à jour non plus, mais vous voyez que ce portefeuille là ici que moi j'appelle le portefeuille de wash trading de Binance est en train de racheter à nouveau. Donc peut-être une volonté aussi ici de venir créer des volumes à l'achat. Ici chez nos amis, notre ami la baleine numéro 3, est-ce qu'il y a eu de l'achat? Oui, 815 BTC aujourd'hui, enfin hier soir au prix de 20 238 $. Donc on a eu ici par notre ami qui désormais est passé à 131 500 Bitcoin. Donc forte accumulation de ce côté-là. Et vous voyez très peu de ventes à part ce qui avait été vendu ici sur le niveau des 30 000 $, là, 500 BTC. Ok, donc c'est un portefeuille qui comprend quand même plus ou moins bien où sont placés les tops, etc., qui est plutôt bien géré. Un petit tour sur le Wall Street Journal vite fait, on va faire la news fondamentale et puis on va clôturer la vidéo. Ici, la force militaire américaine qui va s'étendre notamment en Pologne, je crois. Ici, les États-Unis qui blacklistent certaines entreprises chinoises en ce moment. Le problème, c'est que la Chine est très attrayante, donc on a FUD sur FUD pour que les gens n'investissent pas en Chine. Ensuite, Powell, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, sinon des questions à propos de délit d'initié à la bourse, mais ça c'est pas nouveau. Voilà, sur Coindesk, ça c'est intéressant, Grayscale qui fait un procès à la SEC, ça y est, donc c'est lancé, à cause de leur refus de accepter un ETF spot sur la base du fonds Grayscale. Donc ça c'est très intéressant, ça a été annoncé et pour moi soit ça va durer des années, hein, c'est-à-dire que ça risque d'être compliqué, soit la SEC va ici revoir un petit peu sa copie, ce qui semble quand même le moins probable, mais ça reste une bonne news quand même pour moi je trouve. Ensuite, rien d'autre de nouveau dont on n'est pas parlé dans les vidéos précédentes sur Coindesk. Sur Bitcoin.com, une banque qui est backée par Warren Buffett qui offre des cryptos. eBay qui dépose des brevets visiblement pour couvrir des services au niveau du métaverse et du NFT. Donc eBay qui veut faire partie du métaverse. Et bien entendu, on en a parlé, Three Arrows Capital qui est désormais en liquidation. Michael Saylor qui rachète du Bitcoin, on en a parlé hier aussi. Le calendrier économique, aujourd'hui, on aura les révisions du mois de mai de l'inflation. Donc ici, vous comprendrez que on va avoir surtout le core PCI et PCI inflation. Donc on aura des révisions du mois de mai. Bon, c'est pas forcément c'est pas les révisions qui vont changer vraiment énormément de choses. On aura des infos le 8 juillet autour de l'emploi. Voilà, rien de très important pour moi sur le calendrier économique avant la mi-juillet à minima. Je sais pas quand sort justement le GDP, donc les prévisions, on va dire, de PIB pour le trimestre, je vous trouverai ça. Ici, cet article assez intéressant sur MarketWatch. On est sur... c'est la pire vente, la première partie de l'année, c'est la pire vente depuis 1970. Qu'est-ce qui s'est passé sur toutes les autres sell-off? En 1970, le deuxième trimestre avait fait plus 26%, en 62 il avait fait plus 15%, en 1940 plus 6%, en 1939 plus 15%, et en 1932 plus 55%. Donc en l'occurrence, en tout cas c'est la news un petit peu, enfin c'est l'étude de ce point-là qui nous dit que après un premier trimestre dégueulasse, 100% des cas depuis en tout cas 1932 ont été positifs avec une moyenne de plus 15% sur le marché des actions. En l'occurrence là c'est des actions du Dow Jones et Dow Jones Market Data, non, pardon, c'est le S&P, donc c'est le S&P 500 là en l'occurrence. Voilà, donc intéressant à regarder. Est-ce qu'il y a d'autres news sur MarketWatch qu'on n'a pas analysé depuis? Coinflex, on en a parlé. Non, voilà, rien de nouveau. Voilà, écoutez, on a fait bien le tour là, je pense. Donc moi, principalement, je reste sur mon scénario d'hier qui est celui d'un potentiel rebond ici. Vous comprendrez que le prix peut bien entendu ici décider d'aller chercher des niveaux plus bas et bien entendu également
également un autre niveau plus bas. Vous voyez que j'ai une alerte ici et je vais en rajouter une par ici parce que tout simplement le marché fait un peu ce qu'il veut. En tout cas, hier, on avait annoncé les 19 300 comme étant potentiellement un endroit où le prix pourrait latéraliser ou se retourner et comme étant une box d'achat relativement intéressante. On avait parlé ici de cette petite box d'achat où on avait les traders de range en fait qui étaient rentrés. Ici, tout le monde va jouer un petit peu la perte du range et tout le monde va jouer un petit peu au moins jusqu'à ce niveau-là ou en tout cas un short ici jusqu'au 17 ou 18 000, tout dépend. Donc on a des gens ici qui hedgent leur portefeuille. Vous comprendrez aussi ici que les mécanismes se font... Vous pouvez aussi ouvrir des shorts de couverture ici, c'est-à-dire que tout simplement vous achetez et en même temps vous ouvrez un short de couverture, comme ça le marché peut aller dans les deux sens, vous êtes en tout cas couvert par rapport à la période d'indécision, donc ça c'est tout à fait un mécanisme qui est normal. Voilà, pour moi je tablerai bien sur le fait de venir retaper éventuellement ici cette barre qu'on voit ici qui est au niveau des 21 302, mais étant donné qu'on a pas mal été shorté sur la descente, j'ajouterai éventuellement que voilà les 21 888, si jamais et là ce qui va être vraiment prépondérant c'est la demande au spot. Vous voyez qu'ici on a pris il y a eu un sell-off au spot sur cette baisse de prix. Ce qu'on voudrait maintenant c'est que ce niveau là se retourne, donc vous le voyez là on était vraiment à la diminution, on est d'ailleurs revenu à des niveaux qui sont oui, plus bas désormais que tout ce qu'on peut voir en 5 minutes, c'est-à-dire depuis le 24 juin, donc il y a une semaine. On est au niveau le plus bas de la semaine. Si jamais on regarde le CVD spot en 1 heure, vous voyez qu'on est vraiment, on avait repris une petite tendance haussière ici, mais on n'est pas forcément ici extrêmement baissier non plus. Vous voyez qu'on reproduit ici quand même pas mal de vagues, c'est-à-dire que les gens sont acheteurs sur une vague et puis il y a un sell-off et puis et ainsi de suite. Donc en cumulatif ici, il faut comprendre que on pourrait reproduire les scénarios qu'on a déjà produits de baisse de vagues consécutives. Néanmoins, moi je reste quand même sur ce scénario potentiel que on pourrait rebondir ici, donc au 19 300, et tout ça est juste une déviation journalière en dessous de cette ligne de coût, et même potentiellement aller jusqu'à donner raison à cette épaule tête épaule et venir chercher le prix des 23 444. C'est bien évidemment contre-tendance tout ce que je vous dis là, donc ça n'est pas sujet à ouvrir des trades, ça peut être du sujet à DCA pour ceux qui se disent ça c'était le plus bas et là on est potentiellement sur la correction, le moment de la correction la plus importante avant de repartir, hein. C'est-à-dire vous comprendrez que en Elliott ici, et je vais clôturer la vidéo derrière ça parce que sinon ça va être une vidéo très longue, mais on serait sur une 1-2, c'est ça l'idée, hein, le début d'une impulsive. Si jamais c'est pas le cas et que ceci n'est pas une flat étendue et qu'on descend ici et qu'on aura de l'invalidation que ceci n'est pas une 2, tout simplement si on passe les 17 600, hein, ça sera difficile avant d'avoir une vraie invalidation. Néanmoins, ici vous comprendrez que si jamais tout ça a été une 2, on s'attendrait au minimum et qu'on était bien dans une impulsive à venir chercher ici dans le cadre d'une 3 les 26 000 $. Voilà. Contre-tendance complètement, bien évidemment. La tendance est baissière. Ici, ça correspond à trader un retournement, donc du coup, très risqué. Mais c'est le risque qui paye. Bon, moi, personnellement, j'ai déjà payé les 18 500 en DCA. Et en ce moment, je suis pas en trade sur ce moment-là. Je suis pas rentré en trade sur cette épaule, tête-épaule inversée. Tout simplement parce que pour le moment c'est très difficile de rentrer en longue si ce n'est sur des tout petits mouvements comme cela, vous voyez. Rentrer en longue en swing sur des mouvements un petit peu longs me paraît un petit peu hasardeux, donc là on prend des petites bougies de temps en temps, voilà, selon un petit peu le sentiment, mais je suis plutôt off market dans tout ce qui concerne des trades un petit peu plus longs. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée à tous. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire, la question à la con du jour sera, mettez-moi en commentaire quel est votre
Quel est votre animal favori? Alors moi, en l'occurrence, c'est l'ours polaire. Donc voilà, je suis pourtant pas du tout berriche dans la vie. Je suis quelqu'un de plutôt bullish, mais depuis toujours, c'est le petit ours polaire qui est mon animal favori. Je pense que c'est la pub Coca-Cola peut-être quand j'étais petit qui m'a mis dans cet amour pour l'ours polaire. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, activer la cloche de notification, vous abonner, mettre un commentaire d'encouragement éventuellement si le contenu vous a plu. Et puis tout simplement nous rejoindre sur le Discord également dont le lien sera en description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, merci à tous et salut, ciao.